Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique. On va parler Formule 1 avec la présentation du Grand Prix du Canada du côté de Montréal. 1004e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1, 50e Grand Prix du Canada. Simplement le 40e sur le circuit Gilles Villeneuve, pardon. On a été à une époque sur le circuit du Mont-Tremblant, également du côté de Mosport. Donc voilà, on n'a pas toujours été sur ce circuit Gilles Villeneuve, qui ne s'est pas toujours appelé Gilles Villeneuve. On l'a renommé en sa mémoire en 82. Sinon, c'est le circuit qui est basé sur l'île Notre-Dame, du côté de Montréal. 70 tours de course prévus pour un total de 305 km. Particularité de ce circuit, le circuit de Montréal. Eh bien, c'est un circuit un petit peu comme Melbourne en Australie. Peu de zones d'échappatoire, c'est-à-dire que les murs, les rails, on va dire, sont très très proches de la piste. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Si vous sortez, vous tapez, il y a des fois même pas 1 cm entre le vibreur et le mur. Donc des fois le vibreur touche en fait le mur, donc il faut toujours faire attention sur ce circuit. On peut faire des erreurs à de multiples endroits, je dirais le virage 4, voilà, bien entendu le bienvenu au Québec, la sortie de la chicane au niveau du 14, le 8-9 qui n'est pas non plus facile, l'arrivée du 6, donc voilà, il y a beaucoup d'endroits où on peut faire des erreurs. Grand Prix d'accélération, freinage également. C'est un circuit où on va avoir plusieurs belles lignes droites qui vont permettre d'utiliser le moteur, soit même 60% de pleine charge. C'est pas Monza, Montréal, mais ça reste quand même un circuit où il y a des belles accélérations et puis surtout des gros freinages. Les virages sont très très lents à Montréal. Les virages se prennent pas très rapidement. C'est soit des chicanes rapides où il y a une épingle, donc c'est pas des virages très rapides, donc ça se prend en 3e, en 4e grand maximum si vous êtes motivé. Donc il faut des freins efficients, c'est même le circuit, l'un des circuits où les freins sont le plus sollicités. Pendant très longtemps c'était le circuit, c'est l'un des rares circuits où les freins étaient extrêmement sollicités. On prenait des disques de frein qui étaient beaucoup plus hauts que sur les autres pistes. C'est un peu moins le cas maintenant, parce qu'on a Singapour où on est obligé également de mettre des disques de frein assez costauds. Pour une autre problématique, c'est pas qu'il y a des gros freinages à Singapour, c'est surtout que les freins n'arrivent pas à refroidir sur ce circuit. Au Canada, par contre, ce sont de gros freinages. À plusieurs endroits, on va passer de 300 à 80 km/h. Donc voilà, au niveau des freins, c'est pas simple. Circuit atypique, comme je disais, parce que circuit, c'est comme si c'était un circuit en ville, même si c'est un circuit permanent. Autre particularité quand même de Montréal, c'est qu'il ne sert que pour le Grand Prix du Canada. Donc il va falloir dépoussiérer la piste le vendredi, ce qui n'est pas toujours facile. On va prendre du grip au fur et à mesure du week-end sur ce circuit. Donc c'est pas forcément évident, même s'il y a peu de saleté. Pourquoi ? Parce que ce circuit a la particularité d'être une base de loisirs en temps normal. Il est ouvert à tous, hein. Vous pouvez rentrer sur le circuit très facilement. Vous pouvez rouler en voiture sur le circuit ou rouler à 30 km/h. Donc voilà, faut toujours dépoussiérer le circuit le premier jour. Autre particularité également de Montréal, quasiment tous les virages sont à l'aveugle. Le virage, enfin l'enchaînement 3-4, c'est à l'aveugle. Le 6-7, c'est en aveugle. Le 8-9, c'est également en aveugle. Vous ne voyez quasiment jamais la corde quand vous commencez de freiner. C'est donc un circuit qui est très troublant de ce côté-là pour les pilotes, parce qu'il faut vraiment avoir des repères visuels sur sa marque de freinage et pas sur le virage. Normalement, on regarde sa marque de freinage et le point de corde. Là, vous ne pouvez pas le faire parce que vous ne voyez pas le point de corde. Et puis, pas facile de dépasser également sur ce circuit parce que tout le premier secteur et une grande partie du deuxième secteur, ça sera impossible de dépasser. Vous avez les deux lignes droites, la ligne droite des stands et la ligne droite avant le virage Bienvenue au Québec. Que s'était-il passé l'année dernière ? Eh bien, en 2008, on avait eu la pole et victoire pour Sebastian Vettel qui avait dominé le week-end pour Ferrari. En course, il avait fini devant Bottas et Verstappen. Hamilton avait fini très très loin, que ce soit en qualification ou en course. En qualification, il en avait trop fait. Je me souviens, il avait commis beaucoup d'erreurs lors de son dernier run de qualification, ce qui ne lui avait pas permis de faire mieux que 4e.
Et en course, ça avait été également compliqué avec simplement une 5e place où il avait été dépassé par Daniel Ricciardo. On se souvient également que le circuit du Canada est le circuit qui a accueilli la course la plus folle de cette décennie, avec le Grand Prix en 2011 et cette victoire de Jenson Button, alors qu'il a fait, je crois, 5 arrêts au stand. Je crois que c'est le pilote qui a gagné un Grand Prix qui a fait le plus d'arrêts au stand pendant sa course. Et surtout, particularité de Jenson Button, c'est qu'à un moment, il s'était retrouvé dernier pendant la course en ayant percuté son coéquipier qui était à l'époque Lewis Hamilton. Un Grand Prix qui avait duré 6 heures. Certes, il n'y avait eu que 2 heures de course, mais 6 heures dans la durée, ce Grand Prix, entre le départ et l'arrivée, puisqu'on a vu beaucoup de drapeaux rouges. Les pneus pour ce week-end, on utilise les C5, C4, C3, c'est-à-dire les mêmes pneus qu'à Monaco. En même temps, c'est un petit peu le même type de circuit, il n'y a pas de virage très contraignant du côté du Canada. Faire attention quand même avec les pneus arrière sur les réaccélérations à la sortie du virage 2 ou également à la sortie du virage 7, où les réaccélérations en sortie de ce virage-là sont assez complexes. Également à la sortie du virage 10, il faut prendre son temps pour ne pas martyriser ses pneus arrière. L'allocation des pneus, tout de suite on va la regarder. Alors, on s'aperçoit que plusieurs équipes ont décidé de prendre beaucoup de pneus soft, neufs. C'est le cas de l'équipe McLaren, de Force India, enfin Racing Point, et d'Alfa Romeo. Vous avez également beaucoup d'équipes qui partent avec 8 pneus soft. C'est le cas par exemple de Mercedes ou de Renault ou encore de Haas. Et puis des équipes, elles sont un petit peu plus précautionneuses sur ce Grand Prix et partent avec simplement 7 pneus soft, mais beaucoup de pneus médium dans ce genre de cas, ou un peu plus de pneus durs. C'est le cas par exemple de Ferrari ou de Red Bull, voilà, qui partiront avec 7 pneus soft, et également de George Russell du côté de chez Williams. Les stats sur ce circuit, eh bien Schumacher a le record de victoires avec 7. Simplement, Hamilton est deuxième avec 6 victoires, donc c'est un circuit qui réussit bien aux pilotes anglais, en sachant qu'il a également record, enfin énormément de podiums, pardon, avec 7 podiums pour Hamilton. Au niveau des victoires, on a Vettel également qui a 2 victoires, et puis Raikkonen une seule victoire. Kubica, on se souvient, en 2009, en 2008, l'année juste après son crash, voilà, où il avait gagné la victoire. Et puis Daniel Ricciardo également a une victoire ici. Du côté des constructeurs, Ferrari a 11 victoires, McLaren a 9 victoires, du côté des podiums, 7 pour Hamilton, 5 pour Vettel, 4 pour Bottas. 49% de chance de s'imposer en partant de la pole position, 64% si on cumule avec la première ligne. Pire qualification pour un vainqueur sur ce circuit, c'était la 10e place. Record de pole position, Michael Schumacher. Hamilton en a 6, Vettel en a 4. Et pourtant, il ne s'est imposé que 2 fois. Également, 2 dernières statistiques, 54% de chance d'avoir une voiture de sécurité quand on disait que c'est un Grand Prix animé. L'année dernière, par exemple, on a vu une safety car juste après l'accident entre Brandon Hartley et Lance Stroll. Et puis, un arrêt au stand coûte un peu plus de 22 secondes, entre 22 secondes et 23 secondes. C'est assez court, hein, un arrêt au stand, donc peut-être possibilité d'avoir une stratégie à 2 arrêts si on a envie. On passe tout de suite au tour embarqué. Pour ce tour embarqué, on va prendre la voiture de Jacques Villeneuve en 97 qui lui a permis d'être champion du monde. C'est une Williams. C'est également la dernière Williams à avoir été championne du monde. Et ça commence à dater maintenant un petit peu. Et donc on va partir sur ce circuit par la ligne droite qui a une particularité. Vous verrez après la ligne droite des stands, vous avez une légère courbe dès le départ. Voilà, elle n'est pas vraiment droite, légère courbe. Et là, gros freinage dès le début pour nous emmener au virage 1, virage assez lent. On va prendre la corde ici, le virage 2 également. L'idée est soit de le prendre entièrement à l'extérieur. La réaction n'est pas simple, il faut faire attention de ne pas trop partir en dérive. Là, je fais une petite erreur. Le virage 3 ici. Voilà, premier virage à l'aveugle, première chicane à l'aveugle. Le 4, on va avoir tendance à se déporter. Le 5 ici, il faut garder la corde. Virage de Brandon Hartley qui nous emmène au 6 également. Faire attention à la réaxel ici.
Le 7, on essaye voilà, de prendre le plus possible sur le vibreur. Ça va nous emmener à cette première zone de DRS, puis le 8 et le 9. Pareil, de nouveau à l'aveugle, via chicane beaucoup plus lente celle-là. Faire attention à la Rexel parce qu'elle va déterminer une grande portion de la ligne droite derrière qui nous emmène jusqu'à l'épingle. L'épingle qu'on voit là encore au dernier moment. De toute façon ici, tous les virages, vous les voyez au dernier moment. Ici, on va garder l'intérieur, prendre son temps, pas aller trop vite, sinon la réaccélération, on peut partir à la faute. Puis ensuite, la longue ligne droite qui va nous emmener vers le dernier virage de circuit, le plus difficile. C'est le virage Bienvenue au Québec, l'enchaînement 13-14, ça également. Là, on a le temps de s'y préparer, grosse zone de DRS, et voilà, 13-14, faire attention à la réaccel, on va avoir tendance à monter un peu trop haut ici sur le vibreur, et ça vous emmène directement au mur. Bienvenue au Québec. Voilà, c'était le tour embarqué ici à Montréal. Le programme un peu particulier sur ce Grand Prix de Montréal, tout d'abord parce qu'on est à l'heure américaine, donc on partira à 15h, heure du Canada, mais ça fait pas 15h chez nous. Et puis particularité, il n'y a pas la F2 ni la F3 sur ce circuit, donc qualification à 20h et la course débutera vers 20h10 après le tour de formation. Les enjeux de ce Grand Prix, on va faire ça rapidement. Alors, première question, où en est Alfa Romeo? Alfa Romeo qui semblait très en forme lors des essais hivernaux. Ils avaient même fini une journée en tête. Et pourtant, depuis le début de saison, ils sont un petit peu en difficulté avec un Grand Prix, 2-3 dernières courses qui n'ont pas été top, que ce soit également à Monaco, Barcelone, où ça a été assez difficile. Voiture qui a l'air d'être difficile à conduire, un peu les mêmes problèmes que la Ferrari. Peut-être l'effet aileron avant avec les bords descendants ou peut-être d'autres soucis au niveau des pièces en commun entre ces deux voitures. On sait qu'il y a des choses en commun entre ces deux équipes, mais où en est Alfa Romeo, où en est Antonio Giovinazzi qui n'a toujours pas marqué de points, et puis on attend quand même Kimi Räikkönen un peu mieux parce qu'on l'attendait potentiellement pour un pilote qui pouvait se battre régulièrement pour le top 5. Or, depuis le début de saison, il se bat plutôt pour les points de la 9e, 10e place. Donc, c'est pas excellent pour le pilote finlandais. Renault peut-il s'en sortir? Week-end qui a été complexe à Monaco encore, surtout pour Hülkenberg. C'était mieux pour Ricciardo, mais ça a été frustrant à cause d'une mauvaise stratégie. Il était parti 6e sur la grille de départ et finit 9e simplement. 3 places de perdu à Monaco, c'est un énorme échec à cause d'une mauvaise stratégie. Alors Renault est-il un peu mieux en ce moment? C'est que l'équipe française va amener énormément d'évolution sur son moteur à partir de Montréal. Et puis, est-ce que surtout la tendance s'est inversée entre Ricciardo et Hülkenberg du côté de cette équipe? Est-ce que Ricciardo a enfin réussi à prendre en main sa voiture? On sait que c'est un circuit qui convient bien à Ricciardo. Donc on peut peut-être s'attendre à une belle performance du pilote australien. Dernier enjeu, Leclerc va-t-il enfin faire un week-end sans erreur? Parce que depuis quelques Grands Prix, c'est un petit peu difficile. On se souvient en Australie, erreur en qualification qui lui coûte un peu de temps. Bakou, erreur également, où il se crache en qualification. Ça lui fait perdre une bonne place sur la grille de départ. Échec à Monaco en qualification, il part 6e, il se rate en course, il abandonne. Pas une très très bonne course non plus à Barcelone ni en Chine. Donc au final, le seul Grand Prix qu'on retient de Leclerc, c'est Bahreïn. Ça commence à être un peu inquiétant pour le pilote monégasque qui certes a du talent, mais va devoir se faire également à la hiérarchie dans l'équipe. C'est Vettel le numéro 1, lui il est pour l'instant le numéro 2. Et il a pour l'instant du mal à s'y faire à cette hiérarchie. Il a peut-être du mal aussi, il avait peut-être pas encore conscience de l'enjeu que c'est d'être pilote Ferrari, donc on a l'impression d'avoir un pilote en grande difficulté. Les pronos, je mets victoire de Vettel, c'est un circuit qui demande comme de la vitesse en ligne droite. On sait que la Ferrari a un moteur qui est très fort de ce côté-là. Et puis surtout, la course avait très très bien réussi à Ferrari l'année dernière. Donc je vois bien le pilote allemand s'imposer devant Hamilton quand même, qui est un pilote qui aime, comme vous l'avez vu dans les statistiques, ce circuit. Bottas, qui a quand même 4 podiums sur ce circuit, ce qui n'est pas négligeable. C'est le 3e pilote en activité qui a le plus de podiums à Montréal. Et puis on continue avec Verstappen, Gasly. Je pense que les pilotes Red Bull seront un peu en retrait, mais je peux me tromper. Et Charles Leclerc,
je pense pas qu'il arrive à être en très grande forme. Après, je prends des gros risques également sur ces paris, hein. Mettre Gasly devant Leclerc, je suis pas sûr que tout le monde le fasse. Et puis, je mettrai en tête des autres, on va dire, du deuxième peloton. Après les 3 grosses écuries, je mettrai Sergio Pérez, déjà parce qu'il est plutôt performant sur ce circuit. Et puis deuxièmement, c'est un circuit qui demande moins d'appui aérodynamique que d'autres pistes. Et comme la Force India a une bonne vitesse de pointe, enfin la Racing Point a toujours eu une bonne vitesse de pointe, ça devrait bien marcher, je pense, pour le pilote mexicain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Formule 1. Où on fera le débrief de cette course. On fera également le débrief du Grand Prix de Monaco et du Grand Prix de Barcelone en Formule 2 et de la course de Barcelone en Formule 3. Voilà le programme. On parlera également de Moto 3 et de Moto 2 dans les jours à venir sur la chaîne. Allez, ciao ciao, c'était l'Amérique Production.